Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, de chronique et de reportage. On est ensemble pour 90 minutes avec deux grands thèmes choisis dans l'actualité de ce 5 novembre. Une aide de 10,6 milliards d'euros pour les familles et les entreprises, le déploiement de 15 000 soldats et policiers. Les annonces du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez suffiront-elles à calmer la colère des habitants de la région de Valence? Une semaine après les inondations, le bilan de 219 morts reste provisoire. Pourquoi l'alerte a-t-elle dysfonctionné? Le roi, hué et bousculé par la foule, sort-il affaibli ou paradoxalement grandi de son déplacement à Paiporta, la ville la plus endeuillée? Quelles leçons peut-on tirer de ces inondations en Espagne, mais aussi en France? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis ce 5 novembre, évidemment, c'est aussi jour de vote aux États-Unis. Je vous demande de parler à vos amis, à votre famille et à vos voisins. Expliquez-leur pourquoi vous avez pris le temps d'être ici ce soir et pourquoi cette élection est importante pour vous. Encouragez-les à faire entendre leur voix car nous avons besoin que tout le monde vote en Pennsylvanie. En Pennsylvanie et dans les 6 autres swing states, c'est un scrutin particulièrement indécis qui se déroule en ce moment même. Trump ou Harris, le destin de la démocratie américaine se joue cette nuit, mais aussi d'autres enjeux internationaux majeurs, de l'Ukraine à la lutte contre le réchauffement climatique. Les clés d'une élection historique pour la Maison-Blanche, mais aussi pour le Congrès, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, les dernières informations, les dernières images d'une région sinistrée. Valence panse ses plaies et recherche encore de nombreux disparus. Jérôme Rabier. Une semaine après les inondations, le déblayage des villes autour de Valence en Espagne progresse encore à un rythme lent. Voiture après voiture, rue après rue. En parallèle, la priorité est toujours de retrouver des victimes, en particulier dans les parkings souterrains inondés. Le sombre bilan continue de grimper avec désormais au moins 219 décès confirmés. Pour poursuivre les recherches et le travail de déblayage, le chef du gouvernement espagnol a encore annoncé des renforts importants. Le nombre de soldats, de policiers nationaux et de gardes civils déployés par le gouvernement espagnol dans la province de Valence est passé de 7 300 à 14 898. Je répète, 14 898 hommes. Critiqué, malmené même par les sinistrés en colère, le gouvernement local comme celui du pays ont promis des aides financières massives. Pedro Sánchez en dévoilant aujourd'hui la première phase. Ce sont 10,6 milliards d'euros. C'est une première réponse, une première phase de ce plan immédiat pour la reconstruction et la relance de la communauté de Valence. Un premier plan d'urgence et des consignes aux sinistrés pour éviter de rajouter une crise sanitaire à la situation déjà dramatique de la région de Valence. Car avec la boue qui a tout envahi, des produits chimiques, des bactéries et désormais des corps en décomposition peuvent provoquer un désastre sanitaire pour une population déjà durement frappée. On tire les leçons de cette catastrophe. On analyse aussi la colère des habitants face à l'inaction de certains de leurs dirigeants avec Juan José Dorado. Bonsoir, bienvenue. Buenas tardes. Vous êtes correspondant espagnol à Paris et originaire de cette région de Valence. Amandine Richaud-Crampe, bonsoir et bienvenue. Vous êtes ingénieur en environnement et urbaniste. Franck Galland, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des questions sécuritaires liées aux ressources en eau et auteur de ce livre Guerre et eau aux éditions Robert Laffont et Sophie Dravinel. Bonsoir Sophie. Bonsoir Thomas. Éditorialiste politique à mes côtés tous les mardis et jeudis dans ce Sens Public. Je commence évidemment avec vous, Juan José Dorado. Dans quel état d'esprit, on est une semaine après la catastrophe, dans quel état d'esprit sont les habitants de la région de Valence? Est-ce que c'est encore la colère là qui domine? C'est encore la colère parce que effectivement une semaine après, ils ont la sensation que on a perdu 2-3 jours, puisque les annonces de renforts en militaire et en policiers n'ont été faites que samedi matin. Et cette tragédie, on l'a découvert mercredi matin. On ne comprend pas pourquoi il a fallu attendre samedi pour voir arriver des milliers des militaires. On aurait pu faire ça dès jeudi. Déjà, on aurait gagné 48 heures, puisque, n'oublions pas, c'est quand même un peu plus de 800 000 personnes qui ont été touchées
par ce sinistre. Et donc des gens qui avaient une vie et qui, du jour au lendemain, n'ont plus de vie, n'ont plus de maison, n'ont plus de vêtements, n'ont plus de papier. C'est le cas de certains de vos proches. Voilà, effectivement. Et donc la colère, elle était toujours là, et elle est toujours là à cause de ça surtout. Les temps que nous avons perdus. Oui, et ce sera l'un des thèmes évidemment très importants de ce débat. Amandine Richaud-Cambre, l'ampleur des débats, elle s'explique parce qu'effectivement, quand on voit les images, c'est assez vertigineux. Ça s'explique aussi par l'urbanisation de l'Espagne, mais on pourrait dire un peu la même chose d'autres pays d'Europe. J'imagine, c'est l'une des raisons, l'une des explications. Effectivement, il faut avoir ça déjà d'un niveau global. Là, ce qu'on voit en Espagne, on le voit dans toute l'Europe. Et je vous rappelle qu'en Allemagne, en 2021, donc il y a 3 ans, il y a eu 200 morts. 200 morts, 10 000 maisons détruites, 60 000 habitations impactées. Et on le voit aussi en France, on le voit aussi en Espagne. Donc il y a 2 facteurs. Il y a le problème de l'urbanisation, et c'est bien qu'on en parle enfin, parce que c'est vraiment un problème d'étalement urbain. C'est ça la grosse problématique. Mais aussi, on a une aggravation par le changement climatique, à cause du changement climatique, et il ne faut pas le minimiser. Parce que j'entends beaucoup parler de problèmes d'urbanisation, mais en fait, c'est les 2 facteurs qui vont ensemble. Oui, qui se conjuguent d'une certaine façon. Franck Galland, avec le réchauffement climatique, on a un peu ce sentiment, effectivement, il y a le précédent en Allemagne, d'ailleurs d'autres pays autour avaient été touchés, mais d'une nouvelle ère de catastrophe climatique. Peut-être que je me trompe, on a déjà posé cette question dans l'émission la semaine dernière. Est-ce que vous ressentez ça, vous aussi? C'est-à-dire qu'on a des bilans humains qui sont très lourds, alors que nos systèmes de prévention ont quand même beaucoup progressé depuis quelques années, Alors, décennies. les systèmes d'alerte pluviométrique à la parcelle, oui, ont énormément progressé. Les systèmes d'alerte aux populations ont progressé, en particulier en France. On avait fait alerte, et ça, bravo, effectivement, à l'État d'avoir rendu ce système d'alerte possible. Ça a sans doute peut-être dysfonctionné en Espagne, mais en tout cas, effectivement, on sait prévenir. En termes de pluviométrie, là où on est très surpris, c'est sur l'intensité de cette pluviométrie. 500 litres par mètre carré, l'équivalent d'un an de pluie. Mais rappelons-nous la tempête Alex qui a ravagé l'arrière-pays niçois. C'était 630 mm en 24 heures. C'était du jamais vu en France, enregistré sur le pourtour méditerranéen. Donc on a très clairement, sur ces périodes d'octobre-novembre, des événements méditerranéens, des orages stationnaires sur le pourtour méditerranéen. Et année après année, ils se reproduisent, ils accentuent en termes d'intensité. Mais revenons à ce qui s'est passé dans le Nord-Pas-de-Calais il y a un an. 300 mm enregistrés, plus de 300 mm de pluie enregistrés à la station de Boulogne-sur-Mer en novembre, suite à 2 tempêtes, Ciarán et Domingo. Donc oui, ces phénomènes de trop d'eau où il est capable de pleuvoir en 6 mois, l'équivalent de 6 mois de pluie en 6 heures, se produisent de plus en plus souvent. Donc c'est une nouvelle donne à laquelle on doit tenir compte de cette nouvelle donne dans nos plans de prévention, dans nos systèmes d'alerte, et peut-être aussi dans la façon de réinventer nos villes. On va évidemment parler de tout ça dans ce débat. On parlait de la colère. Elle s'explique sans doute aussi par l'angoisse des familles qui, pour certaines, recherchent encore des disparus. On va voir ces images d'une unité militaire d'urgence qui cherche des disparus dans un parking inondé de Valence. On est hier, donc c'est 6 jours après les inondations. On peut évaluer le nombre de personnes portées disparues, Juan José Dorado, et peut-être aussi, je rajoute à ma question, comment ça s'explique alors qu'on est une semaine après le drame? Alors, il y a 2 choses. La première chose, c'est que les autorités n'ont pas donné du tout de nombre des personnes disparues. Oui. Tout simplement parce qu'il y a une grosse difficulté à établir cette liste. Cette première liste a été établie à partir des signalements téléphoniques qui ont été faits au téléphone d'urgence par les familles, par les voisins, par les amis. Le seul problème, et donc on comptait à peu près 2500 personnes, le seul problème, c'est que vous signalez la disparition de quelqu'un, mais s'il réapparaît 3 heures après, vous ne rappelez pas pour dire on l'a trouvé. Donc, c'est la première des choses. Après, il y a le système officiel qui est celui d'aller porter plainte dans un commissariat. Sauf que les premières heures, c'est très compliqué de porter plainte. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, encore aujourd'hui, a reconnu qu'il n'y a pas, effectivement, ils n'ont pas donné des chiffres, qu'ils pourront donner des chiffres dans quelques jours, mais qu'en tout état des causes, on va être loin des 2500, 1900 personnes disparues dont on parlait au début de cette catastrophe. Donc, on connaîtra ça dans quelques temps. Par
Par contre, aujourd'hui, on est plus soulagé puisque vous avez montré les images d'un parking, d'un centre commercial. On avait très peur qu'il y ait des cadavres à l'intérieur de ce parking et les autorités... Il était devenu un peu emblématique ce parking, c'est ça? Tout à fait. Et donc aujourd'hui, les pompiers ont pu parcourir toutes les voitures qui étaient à l'intérieur de ce parking et il n'y a pas de corps à l'intérieur du parking. Donc, mais les recherches continuent, que ce soit dans des tunnels ou encore dans des parkings dans les différentes localités qui ont été impactées. On va évoquer aussi un autre fléau qui s'abat sur la région de Valence, avec la boue qui s'installe, avec cette eau qui stagne, c'est la crainte des maladies. Écoutez, cet étudiant qui est bénévole, évidemment, qui est venu porter secours en aide pour les sinistrés. Nos fuimos enterando por la gente que vino antes aquí y nos comentó que cuando el agua lleva aquí muchas horas pueden tener virus, contenir des bactéries parce qu'il y a des animaux morts ici et qu'il y a toutes ces choses. Il vaut donc mieux prendre des précautions, porter des gants, un masque et éviter de toucher la boue. Franck Galland, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail? Pourquoi on craint une crise sanitaire? La première des choses, c'est que l'eau a un problème de dégradation de sa qualité brute, puisque cette inondation majeure a provoqué des cuves de fioul de particuliers qui sont partis à l'eau, des cuves d'huile de vidange de garagistes, donc une eau excessivement polluée, des cadavres d'animaux, des cadavres d'hommes et de femmes, d'enfants peut-être. Donc cette eau est souillée et à partir de là, les unités de traitement doivent adapter leur filière et ça ne s'adapte pas aussi facilement que ça. Donc déjà, on peut craindre des maladies hydriques. Ensuite, le contact de la peau et de plaies avec une boue chargée d'immondices, forcément provoque des problèmes médicaux, des problèmes de peau et tout ce qui est olfactif. Moi, ce que je crains, c'est qu'une fois que tout ça va sécher, et on est quand même sous un climat espagnol, donc ça va vite sécher, c'est derrière, même s'il a continué de beaucoup pleuvoir. Il a continué beaucoup de mais bon, imaginons que dans 10 jours, avec la faveur, j'espère, d'un retour du soleil, on va voir ces poussières chargées de bactéries, de virus, de parasites qui vont avoir des incidences pulmonaires. Donc on peut craindre des pneumonies. Donc une inondation de ce type, mais là aussi il faut regarder des enseignements, regarder ce qui s'était passé lors de la tempête Sandy qui a touché la côte est des États-Unis. On a mis des mois à comptabiliser exactement le nombre de morts et on a eu énormément de problématiques médicales avec un retour à la normale d'une qualité d'eau potable au robinet qui a pris 3 mois. Donc effectivement, ce désastre naturel, humain, sur les infrastructures critiques, s'inscrit sur une durée. Est-ce que, Amandine Richaud-Crambe, à quel point ça fragilise les bâtiments? Vous voyez, si on essaye de se projeter, parce qu'on parlera du coût potentiellement astronomique de cette catastrophe, si on essaye de se projeter sur ce que ces villes vont subir dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Alors déjà, il faut avoir en tête qu'il y a une grosse partie d'habitations qui ont été détruites. Il y a une grosse partie aussi d'activités économiques et de zones économiques qui ont été détruites. Là, on peut compter en milliers d'habitations. Donc ça, c'est des habitations où les gens ne pourront pas retourner, il va falloir les reloger. Et sinon, celles qui restent, mais qui ont quand même été impactées, ça va être des problèmes d'humidité, des problèmes de structure. C'est une région où il y a énormément aussi de problèmes de gonflement, retrait d'argile. Comme dans beaucoup de régions françaises, d'ailleurs. Comme dans beaucoup de régions françaises, mais c'est vrai que c'est une aggravation. Il y a une aggravation de ce risque, notamment en Méditerranée, dans le pourtour méditerranéen. Et on va avoir vraiment, du coup, une fragilité des structures. Et donc là, pareil, il va falloir plusieurs mois pour pouvoir identifier, en fait, quelles maisons, quelles habitations sont touchées ou pas, celles qu'il va falloir renforcer, reconstruire, peut-être voire détruire. Mais il y a aussi la question, on parle beaucoup des habitations, mais il y a la question des infrastructures. Les infrastructures routières, les infrastructures ferroviaires. C'est des dégâts, ça, qui vont peut-être prendre des mois, des années, voire, pour qu'on puisse retrouver une circulation ou un flux de marchandises un peu à la normale. Également sur tout ce qui est réseau. On parlait de la problématique de la pollution de l'eau, mais il y a aussi toute la problématique des réseaux, donc c'est-à-dire les réseaux urbains qui sont censés capter l'eau de ruissellement et quand il y a des pluies. C'est souvent des vieux réseaux qui ne sont plus dimensionnés aujourd'hui, puis on l'a vu, parce que ces inondations, c'est à la fois du ruissellement, mais c'est aussi du refoulement, en tout cas pour les villes, c'est-à-dire que les eaux remontent. Et là, quand on a des réseaux unitaires qui
acceptent à la fois l'eau de pluie et les eaux grises. Donc les eaux grises, c'est tout ce qu'on appelle les eaux ménagères. Et bien ça, quand ça remonte à la surface, c'est également de l'eau polluée. Donc on a ça veut dire que, pardon de vous interrompre, quand vous dites qu'ils sont plus adaptés, ces réseaux, c'est quoi? C'est une question de taille des canalisations? C'est aussi basique que ça? Ça peut être aussi basique que ça, parce qu'il faut avoir... Je dis c'est basique, sauf que s'il faut les remplacer, c'est pas basique, hein, ça coûte beaucoup d'argent. On a notamment dans les villes un peu plus vieilles et dans les centres-villes, on a ce qu'on appelle des réseaux unitaires, c'est-à-dire que les deux se mélangent, eau de pluie et eau grise. Et donc, avec l'augmentation des habitants, du nombre de la population, déjà, on a un problème de dimensionnement où on voit qu'ils ne sont pas dimensionnés suffisamment pour le nombre d'habitants. Vous rajoutez ça avec de la pluie plus fréquente, plus d'intensité, plus de pluviométrie, on se retrouve là, forcément, avec des dimensionnements qui ne sont pas suffisants. Quand vous vous éloignez un petit peu en périphérie, on a donc, c'est séparé, mais cependant, là encore, on voit bien que plus on va dans l'étalement urbain, plus on a besoin de réseaux, et ils ne sont pas aujourd'hui dimensionnés au futur du changement climatique, au futur des pluies qui nous attendent, et comme on l'a vu, au risque d'inondation aussi fort que celui-ci. On a vu ce bénévole, là, cet étudiant témoigner, Juan José Dorado, à quel point, vous nous disiez 850 000 personnes touchées, c'est ça à peu près, comment ils vivent, quoi? À quel point ils sont dans une forme de dénuement, parce que certains, ils ont quasiment tout perdu. Il y a certains sinistrés qui avaient la chance, entre guillemets, d'avoir un rez-de-chaussée et un premier étage. Ils se sont installés au premier étage. Ils essayent de survivre avec les vivres qui sont apportés, l'eau, les aliments et le peu des vêtements qu'ils pouvaient avoir au premier étage, et ceux aussi qui sont apportés par les volontaires. Et puis il y a ceux qui ont été placés dans des gymnases pour l'instant, et puis d'autres, j'en connais quelques cas, qui sont chez des amis du côté des Valences, qui les accueillent le temps de retrouver un logement, le temps qu'ils soient logés quelque part. Donc pour l'instant, c'est un peu la débrouille pour tous ces sinistrés, sachant effectivement que là, on ne parle pas juste d'hommes ou des femmes, mais on parle aussi des enfants qui devraient aller à l'école, qui ne peuvent pas non plus être amenés très loin de leur lieu d'habitation habituel, et puis les risques psychologiques qu'ils vont souffrir. Donc effectivement, pour l'instant, c'est un peu la débrouille, en attendant effectivement un relogement définitif qui va mettre du temps à arriver, parce que vous l'avez dit, en fait, c'est des villes aux alentours des Valences, ce sont des villes qui ont toujours été des villes agricoles, et que petit à petit ont été adaptées. Mais c'est pour ça que vous voyez des photos, vous voyez des images, et vous voyez des rues qui sont relativement étroites, parce que ça a toujours été des villes agricoles. Pourquoi on a eu autant de dégâts au niveau des rez-de-chaussée? Parce que c'était des agriculteurs qui, au rez-de-chaussée, avaient le tracteur, avaient les outils, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a des vieilles personnes qui habitent au niveau des rez-de-chaussée et qui ont été les plus touchés, justement à cause des débordements d'eau. On a du mal à évaluer l'ampleur en mètres carrés, vous voyez ce que je veux dire, à quel point c'est toute une région, parce qu'on dit Valence, troisième ville de l'Espagne, mais c'est beaucoup plus que Valence. C'est beaucoup plus, parce qu'en fait, ça reste dans la province des Valences, mais je n'ai pas les mètres carrés exacts, mais je peux vous dire, entre le point le plus lointain où tout a commencé, Requel, au niveau des Bougnols, jusqu'à Valence, il y a à peu près 100 km de distance. Et le point le plus éloigné de l'autre côté est à 30. Donc on est en train de parler d'une ligne droite de 130 km. Avec des dégâts tout au long de ces 130 km. Donc vous voyez effectivement, l'ampleur du sinistre est telle qu'on ne peut pas l'imaginer. Il n'y a que les images satellites, voire les images qui ont été prises avec des drones, qui nous permettent effectivement de voir toute l'ampleur de ce sinistre. Ouais, c'est important de le dire, parce qu'on va aussi dans ce débat poser des questions sur la réaction des autorités, les lenteurs, l'inaction pour certains. Donc voilà, ça va nous permettre quand même de prendre conscience de l'ampleur des dégâts et du travail à réaliser. Sophie, vous vouliez peut-être intervenir. J'étais impressionnée effectivement par cette distance qu'on avait sans doute du mal à mesurer, même avec tous les récits qui ont été faits. Je n'imaginais pas que ça s'étendait sur 130 km. 130 km, Franck Galland.
Et au-delà de ça, par exemple, la société Les Eaux de Valence, Aguas de Valencia, est essentielle à l'alimentation en eau d'une 50aine de communes autour de Valence. Donc quand des ouvrages critiques de ce producteur et ce distributeur d'eau sont touchés, comme ça a été le cas, soit directement par l'ennoiement, par la surcharge des réseaux d'eau usée, ou alors indirectement, rupture d'alimentation électrique, sans électricité on ne fait pas d'eau, eh bien c'est toute l'agglomération qui est touchée. Et il est très intéressant de voir qu'avant, je dirais, avant cette guerre, parce que c'est une guerre qui est arrivée, c'est les conséquences d'une guerre. Oui, c'est vrai qu'il y a des images, on a l'impression que Aguas de Valencia était réputée comme une société d'eau au savoir-faire extraordinaire. Par exemple, quand Barcelone manquait d'eau en mars dernier, si vous vous souvenez, eh bien, il était question qu'on envoie de l'eau par bateau de Valence jusqu'à Barcelone, à raison de 20 000 mètres cubes. Ça veut dire que Valence avait cette capacité non seulement à produire pour ses propres besoins, mais aussi à exporter pour ses voisins qui manquaient d'eau. Ouais. Donc là, on a une infrastructure sur laquelle je n'ai pas personnellement encore d'informations, mais qui a profondément souffert soit directement de l'inondation, soit indirectement par des ruptures d'alimentation électrique, par des ruptures d'alimentation télécom, par exemple, et qui est dans l'incapacité de fournir de l'eau potable aux gens sinistrés, et sans doute à tout un tas de communes qui n'ont pas été trop touchées par l'inondation, mais qui aujourd'hui n'ont pas d'eau de qualité potable à leur robinet. Oui, parce qu'il faut d'ailleurs rappeler, c'est pas notre débat, mais que l'Espagne, avec l'Italie, est l'un des pays d'Europe les plus avancés sur la réutilisation des eaux grises dont vous nous parliez avec. Enfin bon, on va pas rentrer dans ce débat qui est très intéressant sur la gestion de l'eau, mais c'est pas notre thème du jour, parce qu'on va s'intéresser effectivement à l'aide aux renforts qui ont été annoncés. Le Premier ministre espagnol qui a annoncé des renforts militaires et policiers, et puis aussi le déblocage d'une aide de plus de 10 milliards d'euros. On écoute Pedro Sánchez. Tout cet énorme déploiement, tant humain que technique, a déjà permis d'effectuer 1300 nouveaux sauvetages. J'insiste, 1300 nouveaux sauvetages. Elle a également aidé les autorités locales, la population locale, dans des tâches telles que le déplacement de véhicules, le nettoyage de décombres, l'inspection de garages, et a distribué 95 000 litres d'eau en bouteilles et 18 500 rations alimentaires. Alors on reviendra sur cette enveloppe de 10 milliards 600 millions d'euros, mais sur les moyens humains là, qui sont déployés. Je crois qu'on en est à 15 000 soldats et policiers déployés. Je pense à... Enfin, ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu l'Allemagne qui a été touchée, il y a eu la France évidemment, là c'est l'Espagne. Est-ce qu'il faudrait que l'Europe se dote, Amandine Richaud-Crans, d'une sorte de force d'intervention rapide pour les catastrophes naturelles? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a dans certains pays ce qu'on appelle une cellule de crise, à la fois crise naturelle, industrielle, et quand il y a une crise qui arrive, notamment naturelle comme ça, cette cellule prend le pouvoir sur tout le reste. En fait, c'est vraiment elle qui décide, et tout le gouvernement, les autres organisations d'État se mettre en ordre de route. Et ça, c'est une spécificité dans certains pays. Est-ce que maintenant, il faut que ça soit au niveau européen? Là, moi, je ne serais pas capable de le dire. Ce que je préférerais dire, c'est qu'effectivement, il faut plutôt de l'entraide et apprendre les bonnes manières et les bonnes solutions qui ont été mises en place. Si en France, il y a eu assez peu, il y a eu juste 2 morts sur ce dernier épisode il y a quelques semaines, c'est aussi que la sécurité civile a fait énormément de travail, d'éducation, d'alerte, mais qui résulte du risque, c'est un terme qu'on va employer beaucoup, une expression qu'on a beaucoup qui résulte d'années, en fait, malheureusement, de catastrophes, parce que là, c'est vraiment tout le temps une prise de conscience violente par la catastrophe, et c'est ça qui est dommage. Donc là, peut-être s'inspirer des bonnes idées, de l'expérience existante, et en Europe, mais aussi dans le monde. Au Japon, le Japon est à la pointe sur ce genre de questions, et notamment avec l'eau ou les séismes. Et donc c'est peut-être ça qu'il faut mettre, plutôt de la coopération qu'une cellule globale européenne. Je vous donne la parole tout de suite sur ce thème, mais est-ce que l'Espagne a demandé ou accepté l'aide de forces de sécurité civile d'autres pays européens? Parce que c'était en suspens. Oui, non, l'Espagne n'a pas encore demandé l'aide des autres pays européens. Elle a été offerte, vous le savez, notamment la France, qui avait offert la possibilité d'envoyer 250 sapeurs-pompiers pour participer aux opérations de secours. Par contre, depuis le premier jour, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a dit qu'il allait utiliser les ressources aussi de l'Europe, mais sont essentiellement des ressources européennes.
c'est-à-dire financier. Oui. Et donc, il y a le Fonds européen de solidarité qui va être débloqué pour aider l'Espagne. Et aujourd'hui même, le Premier ministre espagnol a demandé aussi un plan très particulier pour pouvoir utiliser le fonds de cohésion qui soit redistribué vers l'aide aux sinistrés. Donc effectivement, l'aide, ça sera essentiellement financière et pas a priori une aide pour porter secours. Déjà parce qu'une semaine après porter secours, envoyer des pompiers français pour aller chercher des rescapés, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc les moyens matériels machines de chantier, etc., pour le déblayage, l'Espagne en compte suffisamment. Donc, a priori, il n'y aura pas de demande spécifique d'aide matérielle aux autres pays européens. Et on n'est pas là pour faire la leçon aux Espagnols, hein, que les choses soient claires. On est très humble par rapport à ces catastrophes naturelles et à ce qui peut nous tomber dessus. On l'a vu justement sur les incendies, tous les étés. On voit cette coopération européenne sur les incendies, où les pays s'équipent et quand il y a un feu en Espagne, au Portugal, des avions français y vont et inversement. Et oui, il y a peut-être quelque chose à faire aussi au niveau de l'inondation. Votre avis là-dessus, Franck Galland? Non, il y a un mécanisme de coopération de sécurité civile à l'échelle européenne qui existe et qui fonctionne très bien. C'est pas la première catastrophe de ce genre. Bien sûr. Au milieu des années 90, des pompiers français aller dans d'autres pays où au contraire on a accueilli et vous avez des zones de spécialité. Par exemple, dans les années 90, des crues sur le Danube, sur le Rhin, ont fait énormément de victimes, 250 000 déplacés. Donc, par exemple, les Allemands, la Technisches Hilfswerk, l'équivalent de la sécurité civile, est très bon dans tout ce qui est potabilisation, sauvetage déblaiement, secours électrique. Nous-mêmes, on a la chance d'avoir des forces militaires de sécurité civile. On a les sapeurs-pompiers civils, les sapeurs-pompiers militaires avec la BSPP, le bataillon des marins-pompiers de Marseille, mais on a surtout nos unités de sécurité civile qui ont cette capacité à être projetées très rapidement pour répondre à ce type de situation. Le problème, c'est que les événements aujourd'hui sont tellement importants, font tellement d'impact, notamment en zone urbaine. C'est 800 000 personnes touchées, c'est des infrastructures critiques essentielles à la vie qui sont par terre. Et ça, il faut effectivement avoir une capacité de réponse rapide, comme on a la chance de l'avoir en France avec la force d'intervention rapide électrique d'EDF. Rappelez-vous, les tempêtes Lothar et Martin, on a mis jusqu'à fin 99, on attendait tous le BOC de l'an 2000. Ça a pété le BOC de l'an 2000, ça a été 2 tempêtes qui ont traversé la France, qui ont mis nos réseaux électriques par terre. À l'époque, on a mis jusqu'à 45 jours pour établir 2 courants. Une enquête parlementaire a eu lieu. Un rapport, effectivement, de circonstances a jugé très opportun de créer cette force d'intervention rapide électrique. Et aujourd'hui, l'Europe nous l'envie. Le monde nous l'envie, cette FIR. Et à tel point que, suite à Fukushima, on a fait une force d'action rapide nucléaire dans le même idée. Donc là, par rapport à la multiplication d'événements de ce type, il est grand temps, d'abord, qu'on ait un cœur de réacteur capable de répondre en solidarité européenne à ce type d'événement et derrière des réserves opérationnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos armées en défense opérationnelle du territoire vont devoir s'adapter. Alors des régiments du génie sont déjà capables de le faire avec des unités mobiles de potabilisation, des tracteurs, des tractopelles, etc. Mais il va falloir doter certains de nos régiments conventionnels en capacité de réaction post-catastrophe pour nos propres besoins nationaux, parce que ce qui est arrivé là, objectivement, c'était ce qui était arrivé en termes de pluviométrie sur l'arrière-pays niçois, mais l'arrière-pays niçois, c'est une zone rurale, une zone montagneuse, c'était pas une zone densément peuplée comme Valence. Mais demain matin, ces phénomènes quasiment d'ouragan méditerranéen, on parle aujourd'hui de Mediterranean Hurricane, d'ouragan méditerranéen. Ça peut arriver en octobre 2025, en octobre ou en novembre 2026, sur une grande ville du pourtour méditerranéen. D'où la nécessité d'avoir cette capacité de réaction rapide. Alors, on va s'intéresser au système d'alarme, au système d'alerte qui ont peut-être quand même dysfonctionné en Espagne et qui alimentent la colère dans la région de Valence. Écoutez, cette commerçante frappée par les inondations et qui organise une distribution de dons. 6e jour déjà, 6e jour et seul le peuple aide, seul le peuple, seule la solidarité du peuple. Les politiciens, où sont-ils? Où sont-ils? Pourquoi n'ont-ils pas tiré la sonnette d'alarme? Ce sont des assassins, voilà ce qu'ils sont. Et j'accueille Jonathan Dupriez sur ce plateau. Bonsoir Jonathan, on vient de l'entendre, des dirigeants politiques étriés en Espagne pour cette gestion de crise
qu'on peut, en tout cas sur certains aspects, qualifier de calamiteuse. Absolument. Et majoritairement, ces critiques, elles sont adressées au gouvernement local de Valence. À la différence de la France, l'Espagne est très décentralisée et compte 17 exécutifs régionaux possédant une autonomie très importante. En l'occurrence, celle-ci, la Generalitat, je prononce très mal, pardonnez-moi, le gouvernement local valencien gère 5 millions d'habitants et donc c'était lui qui était censé être aux manettes au tout début de cette crise. Et à la tête de cet exécutif, on retrouve des dirigeants, dont un que vous voyez ici avec le gilet rouge, des dirigeants de droite, d'extrême droite, jusqu'à très récemment qui étaient en coalition et qui étaient ouvertement climato-sceptiques. Et fait notable, et au regard des événements qui se sont produits, ces dirigeants ont démantelé une unité de secours d'urgence qui avait été créée en 2019 pour faire face à de graves intempéries. Alors voilà pour le contexte et ce qui a mis le feu à cette colère populaire, ce sont des errements du gouvernement local le jour du drame. C'est vrai, quand on regarde la chronologie, c'est assez édifiant. Mardi 29 octobre, donc, après 5 jours d'avertissement de l'Agence nationale météorologique, elle déclenche l'alerte maximale sur la région de Valence. Il est environ 7h30 du matin. Aucune réaction de la région jusqu'en milieu de journée, où son président, donc Carlos Razón, celui que vous aviez vu avec son gilet, se mure dans une forme de déni. Il assure que les réservoirs d'eau de l'arrière-pays sont suffisamment importants pour capter le surplus de précipitations. Et puis il assure à la population que l'épisode va se tasser, que ça va aller mieux en fin de journée. Et vers 16h, les villages de la périphérie de Valence, ils sont déjà sous les eaux. Vous voyez, ça, voilà, ce jour-là, le gouvernement local ne déclenche l'alerte maximale qu'à 20h et envoie des messages à la population sur leur téléphone portable à ce moment-là. Il est déjà bien trop tard. Alors, pour mettre effectivement les populations à l'abri, donc ça, c'est pour le gouvernement local. Que fait le gouvernement national? Voilà, et pendant à ce moment-là, le gouvernement national attend, tergiverse, puisque techniquement, ce n'était pas à lui d'intervenir. En fait, le gouvernement régional, il n'a déclenché qu'une alerte de niveau 2. Or, ce n'est qu'au niveau 3 que le gouvernement central est censé prendre la main lorsque l'urgence devient, je cite, d'intérêt national. L'autre problème, c'est que le gouvernement central aurait pu, s'il avait voulu, sans attendre que les autorités régionales l'en saisissent, décréter l'urgence nationale et prendre le contrôle de la situation. La Constitution donc le lui permet, mais le socialiste Pedro Sánchez a choisi de ne pas le faire. Et donc cette gestion erratique finalement entre la région d'un côté, le gouvernement central de l'autre, sur fond bien sûr de désaccords politiques, explique entre autres pourquoi ces dirigeants ont été conspués lorsqu'ils se sont rendus dans les villages les plus sinistrés. Ces images là, que vous voyez avec le roi et la reine notamment. Et écoutez ce que scandait la foule: assassin. Voilà, c'est quand même des images saisissantes et sous les jets de boue, Carlos Razón et Pedro Sánchez ont été très vite exfiltrés de ce déplacement et le Premier ministre socialiste a pris la parole ensuite. Écoutez-le. En fin de compte, la majorité des citoyens, la grande majorité, ce qu'ils veulent, c'est une solution. Ils veulent des engagements de la part des institutions publiques. Mais évidemment, ce qu'il faut, c'est rejeter tout type de violence susceptible d'être perpétrée, comme ce que nous avons vu malheureusement aujourd'hui. Donc voilà Thomas, on le voit bien, ces querelles de chapelle interrogent parce qu'elles ont, semble-t-il, grippé le processus de décision politique et aussi la gestion de crise et probablement aggravé de fait le bilan. Merci beaucoup Jonathan pour toutes ces informations. Juan José Dorado, je voudrais revenir sur le climato-scepticisme alors, je vais dire le président de région, ça va être le plus simple. Est-ce que vous faites le lien entre finalement son climato-scepticisme et le déni ou le retard ou l'inaction? On pourrait le faire, mais en fait, ce qui s'est passé, pour être sincère, c'est le manque d'attitude pour pouvoir coordonner toutes les forces qui étaient à sa disposition. Donc là, il n'a pas su comment faire, ni lui, ni son équipe de gouvernement n'ont pas su comment faire, n'ont pas su interpréter les signes et les alertes qui ont été envoyées. Et ça nous amène à nous poser la question aussi, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, sur le système d'alerte en Espagne aujourd'hui. On est en train de découvrir qu'il a plus ou moins, il a bien marché par rapport à l'Institut de météorologie qui a fait son travail. Quelques jours avant, avait déjà prévenu des fortes pluies qui allaient arriver, qui a lancé les alertes rouges. Mais au milieu de tout ça, on découvre ces 48 heures que
les rivières, ce n'est pas l'Institut de météorologie qui les gère, c'est la Confédération hydraulique qui gère les alertes. Et donc, c'est cette confédération qui n'a pas prévenu jusqu'à 18h43 que les rivières, les fleuves allaient déborder. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a des questions à se poser sur le système d'alerte espagnol et comment, effectivement, le pouvoir politique, en dehors de ces manquements, comme je vous disais, comment est-il capable de prévenir aussi les mairies, puisque le système d'alerte est semblable à celui de la France. Oui. Les mairies reçoivent aussi toutes les alertes. On va parler du roi, parce qu'évidemment, il y a le roi et la reine qui ont été eux aussi conspués, molestés, les jets de boue. Et enfin, voilà, la figure, le corps du roi, c'est pas neutre, évidemment, en termes de symbole. Mais sur l'organisation en silo, je veux bien vous entendre, Amandine Richaud-Crans, parce que tout à l'heure, vous nous disiez, quand il y a un organisme qui finalement est chargé de l'urgence et qu'il prend la main sur tous les autres, c'est plus efficace. C'est peut-être ce qui a manqué là ? Je ne sais pas si c'est ce qui a manqué là. De toute façon, on pourra toujours trouver des coupables et des dysfonctionnements. C'est pas notre objectif. L'objectif, c'est plutôt de tirer les leçons. Justement, et faire en sorte tirer les leçons. Là, on voit qu'aujourd'hui, la question du changement climatique, ça doit être quelque chose de global, de systémique, et ça doit être la base pour réfléchir un peu tout, que ça soit la gestion des risques, mais aussi la question de l'aménagement, la question des millefeuilles, on va dire, d'organisation pour qui gère l'eau. Il y a des manques de communication, il y a une multiplicité d'organismes et qui fait aussi qu'il peut y avoir ce type de problème, de risque en fait qui arrive, qui est mal géré. Mais c'est vraiment une question de repenser globalement en fait notre façon de voir, que ça soit au niveau de la prise en compte du changement climatique, parce que là on disait est-ce que c'est le gouvernement régional ou autre. Je pense que ça fait des années, des dizaines d'années que c'est alerté, des dizaines d'années qu'on alerte aussi sur comment faire les villes mieux. Enfin, quand on est climato-sceptique, on ne va pas mettre beaucoup de moyens sur la prévention du risque climatique. Mais ça me semble un peu. Ce que je veux dire, c'est peut-être trop évident ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant d'avoir ce gouvernement-là ou cette personne-là climato-sceptique, et avant d'avoir des climato-sceptiques, il y a des scientifiques qui alertent depuis des décennies et des sociétés, parce qu'on peut se mettre nous collectivement dans la responsabilité, qui n'ont pas réagi. Ça a été l'un après l'autre, qu'on change de bord ou autre. C'est effectivement, il y a plus ou moins de prise en compte. Cependant, il y a quand même des années, des décennies de problématiques de non prise en compte et de mal aménagement des villes qui arrivent à ce type de résultats-là. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment qu'on prenne ça au sérieux. Il faut vraiment que ça soit des déclencheurs. Et malheureusement, on le voit au fur et à mesure des années. C'est un déclencheur sur l'émotion, sur l'instant, pendant quelques mois, mais on oublie. Est-ce que vous vous rappelez de l'Allemagne en 2021 On en a très peu parlé durant ce cas-ci. Donc, voilà, moi je dirais vraiment réfléchir avec la question du changement climatique, de la prise en compte de l'environnement, du risque, de l'inondation et surtout des vulnérabilités des populations. Parce qu'à la fin, qui c'est qui prend ? C'est les populations. Là, on parle des morts, mais il y a aussi tous les sans-emploi qu'il va y avoir, parce que c'est une activité économique, c'est une agriculture qui est dévastée à ces moments-là. C'est tous des territoires qui sont vraiment détruits pendant une période de temps, donc il va falloir du temps de résilience pour que ça revienne à un fonctionnement, et derrière, c'est des vies. Moralité, ça coûte moins cher de faire de la prévention que d'intervenir après une catastrophe. C'est ce que je comprends. Tout à fait, on a des chiffres. Si on investissait, alors je vous parle de chiffres français, mais si on investissait 1% du PIB en France sur la prévention, ce serait 7 à 8% d'économiser du PIB sur la réparation. C'est une échelle énorme. C'est ce que disait le Premier ministre français Michel Barnier. Il y a eu une minute de silence à l'Assemblée nationale aujourd'hui, en ouverture de la séance. Il a tenu à prendre la parole juste après, on l'écoute. Michel Barnier. Même si nous n'avons aucune leçon à donner aux autres, nous avons des leçons à tirer pour nous-mêmes en termes de prévention, de réparation, d'alerte. Je pense depuis longtemps sur ces sujets dans lesquels j'ai toujours été engagé que la prévention coûte moins cher que la réparation. Je pense aussi qu'une réparation préparée, organisée, coûte moins cher et plus efficace
qu'une réparation improvisée. Voilà pourquoi nous allons, avec les préfets, avec les élus locaux, j'étais il y a quelques jours encore à Givors, où j'ai vu le rôle des élus locaux, majeurs, en première ligne de solidarité et d'action. Nous allons multiplier dans tout le pays, en métropole et outre-mer, mesdames et messieurs les députés, et outre-mer aussi, les alertes, les exercices de prévention, de réparation. Alors, nos systèmes de prévention, ils ont été repensés, je crois notamment après la catastrophe de Vaison-la-Romaine, si je me souviens bien. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer, d'après vous, Franck Galland ? Après la catastrophe de Vaison-la-Romaine est née la loi Barnier. Il était ministre de l'Environnement à l'époque, et ça a fait naître les plans de prévention du risque inondation. L'important est effectivement dans l'anticipation et dans la réaction. L'anticipation, ça passe bien évidemment par les pouvoirs publics. Et la loi Matras, du nom de ce député, qui remodernise la loi de sécurité civile et qui oblige à des plans intercommunaux de sauvegarde, à des plans communaux de sauvegarde, va dans un excellent sens. Mais au-delà de ça, il faut que les opérateurs d'infrastructures critiques se préparent à gérer ce type de circonstances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut surélever, par exemple, les bâtiments, les installations électriques, pour pouvoir repartir le plus rapidement possible. Et là, moi, je salue une initiative européenne qui est la directive résilience d'entités critiques, qui rentre en droit national à la fin d'année et qui s'impose aux États de l'Union européenne et qui va obliger des opérateurs d'infrastructures critiques, donc l'eau, l'électricité, l'assainissement, à se préparer à ce type de circonstances pour pouvoir se rétablir le plus rapidement possible sur leurs deux jambes quand les choses arrivent de ce type. Allez, on va conclure ce débat. Il nous reste quelques minutes avec cette colère des habitants qui s'est également dirigée, Sophie, contre le roi. Les images du couple royal dimanche ont impressionné. Oui, absolument, Thomas. On a vu le roi Felipe et la reine Laetitia, visage livide, recouvert d'éclats de boue, tenter de se frayer une voie à Paiporta, non loin de Valence, une des localités très durement touchées par les inondations. Jamais depuis le rétablissement de la monarchie, il y a bientôt 50 ans, pour une transition démocratique après le décès de Franco, ces représentants n'ont été bousculés de cette façon. Ça veut dire que ça n'était jamais arrivé? Eh bien, on a vu depuis 1975 des indépendantistes basques ou catalans s'en prendre verbalement à Felipe ou à l'époque à son père, Juan Carlos, lors de déplacements, des dérapages verbaux contrôlés, mais qui étaient ici, on a frôlé le drame, Thomas. Et en réalité, est-ce que c'est vraiment à la monarchie espagnole que les habitants se sont attaqués? Selon les témoignages recueillis par la presse sur place, la colère était globalement tournée vers les politiques. Alors contre quelles autorités? Enfin, les autorités politiques globales, en fait, c'est un petit peu quelque chose, une colère globale qu'on peut ressentir aussi en France, celle qu'on pourrait analogiquement traiter avec les Gilets jaunes. En fait, au début de la visite, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez et le président conservateur de la région de Valence, Carlos Masson, qui sont opposés politiquement, étaient présents à côté du couple royal. Et ce sont ces deux représentants de l'État, surtout, qui ont été attaqués avec beaucoup de violence et qui n'ont pas pu rester sur place, laissant Felipe et Laetitia de Bourbon poursuivre la visite à un moment avant eux-mêmes d'être obligés de se retirer pour des raisons de sécurité. Est-ce que vous diriez que c'était une erreur pour le roi de venir ? En fait, selon les échos des palais à Madrid, selon celui du roi et celui du Premier ministre, il y a eu des échanges entre eux sur l'opportunité ou non de se rendre sur place si vite, en fait, après les événements. Le roi, visiblement, le souhaitait. Le Premier ministre n'allait pas laisser un membre de son gouvernement y aller seul. C'est donc lui qui y est allé. Est-ce que Felipe a sous-estimé le danger d'une certaine façon? C'est possible, mais en fait, il sait que la Constitution ne lui laisse qu'une place étroite. Il est le représentant de l'Espagne à l'étranger, il incarne l'État et sa fonction est essentiellement sociale. Il doit être là lorsque la nation va mal. Il sait aussi que la monarchie espagnole est plus fragile que celle de la Grande-Bretagne, qu'elle a été aussi durement ébranlée par des affaires de corruption à l'époque de Juan Carlos. C'est sans doute ce qui explique la volonté du roi d'être présent si vite à Valence. Est-ce qu'il pourrait en tirer profit, paradoxalement? Eh bien, c'est possible. C'est encore difficile à dire, mais c'est possible et ça commence à monter. Son inconscience, au final, est aussi une forme de courage, celui d'affronter la foule, de tenter de dialoguer avec elle. On conservera en tête donc les deux visages maculés de boue, mais aussi l'émotion de la reine au bord des larmes, Thomas, et le calme du roi, sa tranquillité et son empathie, comme l'affirment plusieurs confrères qui étaient présents sur place et finalement un corps à corps avec la foule en colère. On va conclure là-dessus, Juan José Dorado. Est-ce que paradoxalement, le roi a pu gagner en légitimité avec cette séquence?
au moins il a pu gagner pour une grosse partie de l'Espagne en sympathie. Oui. Et même pour ceux qui sont parmi les sinistrés. Parce qu'effectivement, la colère était dirigée essentiellement contre les deux présidents locaux et nationaux. Vous savez, le problème est né assez rapidement parce que dès que la visite du roi a été annoncée avec ces deux présidents-là, on s'est dit ça peut mal tourner. S'il était allé tout seul, peut-être avec la reine, ça aurait été certainement, ça serait passé différemment. Donc oui, il peut tirer à un certain bénéfice puisque par la suite, beaucoup des sinistrés leur ont fait savoir, quand ils sont restés tout seuls, que leur colère n'était pas destinée envers eux, mais envers les politiques qui les avaient laissés abandonner. Merci beaucoup. Merci à tous. On souhaite le meilleur aux habitants de la région de Valence et à vos proches, évidemment. Merci d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler le titre de votre livre, Franck Galland, Guerre et eau. C'est aux éditions Robert Laffont.